Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire, le premier webinaire d'une série Biocontrôle et le relève le défi organisé par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire. Je m'appelle Pierre Compère et je suis véritablement ravi de vous accueillir pour ce webinaire, première étape de notre cycle, un webinaire dédié aux grandes cultures. On va tout de suite accueillir euh, Odile Colnard, qui est chef de projet au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui va nous préciser les objectifs de ce webinaire. Et avant cela, quelques définitions sur le biocontrôle, qui est vraiment voilà, le cœur du sujet de cette série de webinaires, qui commence, je l'ai dit, par donner la parole à des acteurs de terrain dans le domaine des grandes cultures. Bonjour Odile, et donc quelques mots sur le biocontrôle et les objectifs de ce webinaire. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Moi aussi, je suis ravie de vous trouver aujourd'hui. Je suis chef de projet au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, chargée de la coordination de la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle. Ce webinaire est organisé avec le soutien financier du plan Ecophyto2+, et de l'Office français de la biodiversité. Alors, comme l'a dit Pierre, je vais rappeler quelques éléments de définition. Le biocontrôle, c'est un terme qui existe en fait depuis 10 ans et on en est fier dans notre réglementation nationale, donc dans le Code rural et de la pêche maritime. C'est donc une spécificité française du point de vue réglementaire et un néologisme, mais c'est un concept en fait qui s'appuie sur des pratiques anciennes, notamment la lutte biologique pour la protection des cultures. Alors le biocontrôle, donc je reprends les termes du Code rural, c'est un ensemble de méthodes, agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Et ces agents et techniques, agents, produits et méthodes regroupent en particulier les macro-organismes et des produits phytopharmaceutiques. Et parmi ces produits phytopharmaceutiques, on trouve des micro-organismes, des médiateurs chimiques et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Alors, comme l'a dit Pierre, je vais rapidement passer en vue les objectifs du webinaire. Ce webinaire s'adresse aujourd'hui aux producteurs de grandes cultures et à leurs conseillers afin de parler des possibilités qu'offre le biocontrôle. Aujourd'hui, les produits de biocontrôle couvrent 54% des usages dont ont besoin les agriculteurs pour protéger les cultures, toute production végétale confondue. Et une étude menée par le réseau DefiFerm et publiée l'année dernière montre que, en grande culture, 16% des agriculteurs de ce réseau utilisent des produits de biocontrôle, contre 89% en viticulture et en arboriculture fruitière. Donc ces éléments en fait montrent que les solutions de biocontrôle sont utilisées, mais également en fait d'ailleurs depuis longtemps en grande culture. C'est ce que vont nous montrer les intervenants qui vont parler après à l'instant. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier d'avoir accepté de témoigner et de partager leur expérience. Et je remercie aussi Pierre Compère de la société Explicite d'avoir assuré l'organisation de ce webinaire et donc je lui laisse la main. À bientôt. Pierre, votre son est coupé. Votre son est coupé, Pierre. Effectivement. Merci. Je disais donc à Odile que je la remerciais pour cette introduction et lui dire qu'elle revenait dans un instant pour discuter des politiques publiques en faveur du biocontrôle et plus largement des atouts et limites du biocontrôle. Je vous invite également à réagir via des commentaires et des questions par écrit tout au long du webinaire. Certains ont commencé à le faire et je m'en ferai le porte-parole tout au long des échanges. Donc, je suis ravi d'accueillir maintenant les différents intervenants. On a souhaité à ce que différents maillons de la filière agroalimentaire soient représentés. Donc, j'accueille Nicolas Virves, qui est exploitant dans le Tarn, administrateur de la coopérative Euralis et engagé dans une démarche de ferme pilote. On y reviendra. Bonjour Nicolas, merci d'être là. Vous êtes polyculteur éleveur et on va largement vous donner la parole tout à l'heure pour pouvoir que vous puissiez nous expliquer l'ensemble des pratiques que vous déployez sur votre exploitation. On aura également votre conseiller à la coopérative Euralis, Philippe Garçon, qui est expert technique chez Euralis, un groupe coopératif agricole bien connu dans le sud-ouest, qui a fait un choix particulier de s'engager dans le conseil et non plus
dans la vente de produits phytosanitaires. On va essayer de comprendre comment et pourquoi ce groupe coopératif a fait ce choix. On aura également du coup Marc Bonnet, qui est directeur général de la filière CRC, une filière qui propose des céréales d'excellence d'un point de vue environnemental et qui cherche également à travailler la juste rémunération des agriculteurs, rémunérés pour les efforts environnementaux qu'ils mettent en place. Et donc, on verra quelle place occupent les produits de biocontrôle et la promotion du biocontrôle dans cette démarche filière qui regroupe différents maillons, là aussi. Et puis enfin, Odile, que je vous ai déjà présenté, qui reviendra tout à l'heure pour échanger avec les différents intervenants et puis répondre aux questions éventuelles des participants. On va démarrer tout de suite avec Nicolas. Nicolas, je le disais, vous êtes polyculteur dans le sud-ouest, dans le Tarn. Quelques mots peut-être sur l'exploitation en zoomant sur les grandes cultures et les cultures annuelles. Oui, bonjour à tous. Merci de l'invitation déjà. Donc oui, en polyculture élevage, ou après en culture, nous faisons blé dur, blé tendre, de l'orge d'hiver, l'orge de printemps, des colzas, tournesol, maïs, soja, pois chiches, haricots, luzerne. On a quand même une exploitation assez diversifiée. D'accord. Et avec des sols relativement homogènes qui expliquent cette diversification possible? Ou est-ce que justement Oui, il y a une hétérogénéité qui vous permet de choisir la bonne culture sur le bon sol? c'est ça. Nous sommes allés sur les coteaux du Lauragais, donc on joue quand même notre assolement, oui, en fonction des différentes terres qu'on a. Mais ça reste quand même du coteau du Lauragais. On n'a pas de plaine et de sol très profond. D'accord. Quels sont les principaux enjeux en matière de protection des cultures que vous retrouvez sur, on l'a dit, hein, cette variété de cultures annuelles? Alors oui, alors les principaux soucis, ce sont des soucis alors déjà sur les adventices, des problématiques régras sur les céréales à paille. Sur les cultures de printemps type tournesol, on a des soucis de xanthium, l'ampourde. Après, les soucis sur ravageurs, ça va être limaces essentiellement. Limaces, topin. En cours de végétation, nous allons avoir des soucis de pyrale sur maïs, sur soja. Sur pois chiches, nous avons eu des soucis d'héliotis, une chenille phytophage qui mange la graine de pois chiche. Et enfin, sur tout ce qui est maladie, surtout sur maladie de céréales à paille, type septoriose, rouille et fusariose sur blé dur. Essentiellement, ce qui engendre la qualité de la culture, quoi, du blé dur. Et on va le voir, vous avez fait évoluer vos pratiques et intégré différents leviers agronomiques, génétiques et puis de biocontrôle pour prendre en charge ces enjeux-là, ces problématiques, en limitant le recours à des produits phytosanitaires conventionnels. Justement, quel changement de pratique vous avez pu opérer et quel est leur niveau d'efficacité aujourd'hui? Alors aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, on s'intéresse quand même au travail du sol, à l'importance du sol sur notre exploitation. Donc on est revenu un peu sur les bases et travailler le sol. On travaille moins le sol, on le couvre. Enfin, il y a toute une, toute une synergie qu'on fait sur le sol. On a agrandi nos assolements. Nos parents étaient sur du blé, du tournesol depuis 30 ou 40 ans. Donc on a agrandi nos assolements. Et ensuite, on met en place des pratiques. Sur colza, on associe les colzas à des plantes compagnes pour gérer quelques ravageurs. Voilà, j'ai dit qu'on faisait du couvert végétal durant tout l'hiver. On réalimente nos sols. Oui, avec Et des ensuite, techniques culturelles simplifiées. oui, simplifié, Ça voilà, c'est relève ça. de ce mode de production-là. C'est ça, oui, oui. On laboure plus nos sols et on essaye de régénérer nos sols, en fait. Ramener de la vie dans le sol, ramener des nutriments dans le sol naturellement avant de les amener chimiquement. Et quel Voilà. lien Et on fait du ensuite, coup entre, pardon Nicolas, entre justement, je vous parle de protection des cultures et vous me parlez de travail du sol. Quel lien vous faites entre ces pratiques qui intuitivement sont pas forcément connectées? on essaye par ce travail, on essaye de moins toucher nos sols et on joue la combinaison en fait des apports que peuvent faire les plantes compagnes
pour la culture suivante en fait. Alors on peut arriver à étouffer quelques adventices avec nos couverts végétaux qu'on ne va pas revoir après. Bon, le gros souci, c'est vraiment aujourd'hui, chez nous, c'est vraiment le raisin et on n'arrive encore pas à gérer cette mauvaise herbe. Et ensuite, même sur des produits type fertilisation, on fertilise un peu moins de nos sols au printemps que ce qu'on faisait avant en amenant avec ces plantes tout l'hiver des résidus azotés du coup. Parce que du coup, il y a un lien entre certains ravageurs et l'apport de fumure de fond ou de fertilisation en saison. Est-ce qu'une surfertilisation offre on va dire, un habitat à des ravageurs et donc cette bonne maîtrise de la fertilité des sols vous permet, a priori, d'abaisser la pression de certains ravageurs? Pression, oui, ravageurs ou même maladie. Mhm. Donc, en mettant beaucoup moins d'azote, on peut arriver à avoir un peu moins de maladies et surtout aussi, oui, en amenant beaucoup plus d'azote chimique, on tend un peu la perche à toutes ces mauvaises herbes aussi qui vont se nourrir dans le sol que de ces azotes et du coup proliférer, quoi. D'accord. Alors on l'a vu et on le sait hein, dans les grandes cultures, les solutions de biocontrôle, en tout cas les produits de biocontrôle euh, pour lutter contre les adventices n'existent pas ou en tout cas n'ont pas démontré encore leur efficacité. En revanche, vous avez introduit d'autres produits de biocontrôle. Euh, voilà quelques exemples du coup de Ben solutions de déjà, biocontrôle. oui, alors déjà pour lutte contre les limaces, on utilise du phosphate ferrique Mhm. dans le sol, au semis ou en préparation de sol. On utilise aussi du bacillus sur les chenilles phytophages sur pois chiches en fin de cycle. Et il peut nous arriver d'utiliser des trichogrammes, mais là par contre, on fait surtout chez nous, on a très peu d'irrigation et du coup, on joue beaucoup plus sur la génétique maïs pour faire des maïs en sec et se limiter la pression de pyrale en fin de cycle. Votre idée, c'est d'éviter des stress hydriques et la pression pyrale. Donc, du coup, moins de recours aux trichogrammes, qui sont des macro-organismes. Avec les exemples là que vous citez, finalement, on arrive à couvrir les quatre catégories de produits de biocontrôle et agents dont nous a parlé Odile en introduction. Les antilimaces avec le phosphate ferrique, là, on est sur des substances naturelles, d'origine minérale en l'occurrence. Les bacillus, des micro-organismes. Et puis les tripogrammes, même si on l'a compris, que là, avec votre cas particulier, vous mobilisez d'autres leviers d'ordre génétique, en l'occurrence C'est ça. agronomique, pour éviter leur recours, mais on a mentionné les trichogrammes qui sont de leur côté des macro-organismes. Vous n'avez pas de recours à des médiateurs chimiques. Je crois qu'il n'y a pas d'usage hein, de type phéromone ou chéromone pour de la confusion sexuelle en grande culture. Par contre, vous utilisez des médiateurs chimiques pour du piégeage Oui, dans c'est un but ça. Ouais. de surveillance des cultures. C'est ça. L'an dernier, il nous est arrivé de faire des pièges sur pois chiches pour appréhender un peu la pression héliotis en piégeant quelques papillons justement. Mhm. Donc voilà, on entend bien que vous arrivez à mobiliser quand même un panel de solutions. Et avec, on l'a dit hein, quand on évoque la question de la génétique, la combinaison avec d'autres leviers agronomiques, c'est rarement un produit qui vient se substituer à un produit phytosanitaire conventionnel. Il y a rarement, peut-être, le contre-exemple, c'est peut-être justement le phosphate ferrique, qui est voilà, un produit qui vient se substituer à un produit de biocontrôle, qui vient se substituer à un produit phytosanitaire conventionnel avec un niveau d'efficacité qui est quasiment similaire. Oui, oui, oui. Alors oui, c'est vrai parce que en changeant nos techniques, c'est comme vous le dites, ce produit, les phosphates sphériques, avec le changement de technique, on a bien sûr augmenté cette pression au sol, limaces, topin. Donc du coup, là, pour le coup, c'est pas une combinaison pour essayer d'utiliser moins de produits et chimiques et même de biocontrôle. Mais là, on est obligé d'y passer parce que nos techniques culturales font qu'aujourd'hui, on a cette pression. Hmm. On l'a dit, hein, encore une fois, penser le biocontrôle de manière en combinaison avec d'autres solutions. Quels atouts, Nicolas, vous avez trouvé à recourir à faire évoluer vos pratiques en intégrant plus de biocontrôle, encore une fois sous l'angle de la méthode hein, de biocontrôle et aussi au travers des produits et agents que vous avez pu mobiliser?
Ça va dans le sens de notre réflexion de départ, c'est-à-dire revenir sur le travail du sol. Donc, par le biocontrôle, bien sûr, on ne détruit pas tout ce qu'on a, où on est en train d'investir dans notre sol. Mhm. Et à l'inverse, quelques limites encore que vous rencontrez, quelques difficultés que Ben, vous avez du mal à adresser par le biais de ce type de démarche de biocontrôle? oui, de biocontrôle, on a des limites, surtout ce qui est maladie serre à la paille, où on a très peu de biocontrôle. Et donc, pour l'instant, même si on a grandi, on joue sur l'agronomie. Encore, il nous manquerait du produit de biocontrôle pour ce genre de choses. Mhm. On voit hein, dans le Nord, je crois que le soufre remonte en Oui. puissance sur blé aux côtés des phosphonates pour lutter contre la septoriose du blé. Et en maladie céréale, septoriose, je l'ai dit, oïdium, il y a quelques solutions, mais au-delà, effectivement, les produits aujourd'hui, les usages sont peu couverts. Et puis on a dit aussi les adventices. On a là Oui. aussi une difficulté. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Comment vous avez fait évoluer ces pratiques? Qui dit changement de pratique, dit prise de risque. Comment vous vous êtes formé, auprès de qui vous vous conseillez, euh, comment vous sécurisez cette prise de risque? Alors, au départ, c'était une volonté, on ne sait pas trop où on va. Et puis, comme on l'a juste dit en introduction, Euralis a fait le choix du conseil et non plus de la vente de produits phyto. Donc, elle est là, plus proche de nous, et elle nous conseille aujourd'hui. On a des conseillers sur l'exploitation et où on peut quand même tous se réunir et regarder ce qu'on peut faire sur nos exploitations. Et eux, ils sont là pour nous aider, nous accompagner. Oui, et puis vous êtes vous-même engagé dans une ferme pilote, donc vous expérimentez, vous testez, que ce soit sur ces parcelles pilotes ou même sur votre exploitation, on va dire sur le reste de l'exploitation. J'imagine que vous mettez pas tous les œufs dans le même panier, vous engagez pas tout d'un coup, vous expérimentez. Oui, donc du coup, ouais, c'était un peu ça l'idée, parce que j'avais tendance à partir un peu dans tous les sens. Et bien sûr, à la fin, il faut quand même regarder le côté économique. Donc, Euralis et Philippe, du coup, sont venus me voir et me demander d'être ferme pilote. Donc, on est un peu plus structuré, et on fait des essais et on ne se lance pas dans tous les sens, et Hmm. on assure quand même derrière. Et puis vous utilisez aussi des outils de la décision, vous basez aussi ces pratiques sur beaucoup d'observations, je crois. Oui, c'est ça, oui, oui. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, hein, de nouvelles technologies, satellites et autres, et en admettons sur céréales à paille en maladie, où l'an dernier on a fait une expérience et on a fait confiance à l'outil jusqu'au bout. Et sur des bédures, nous n'avons fait qu'un seul traitement pour les maladies en fin de cycle sur fusariose. Mais Hmm. rouille et septoriose, on est allé jusqu'au bout des choses, on a fait confiance à l'outil, et voilà. Parfait. Bah, merci Nicolas. Vous restez dans le coin. On revient vers vous tout à l'heure avec certaines autres questions que pourraient poser les participants. Je précise encore une fois que vous pouvez poser vos questions par écrit et je m'en fais le porte-parole tout au long du webinaire. On va donner la parole maintenant à Philippe, Philippe Garçon, qui est expert technique grande culture chez Euralis, qui conseille notamment Nicolas. Bonjour Philippe. Peut-être un petit rappel sur vos missions en tant que conseiller expert chez Euralis. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Philippe Garçon, je suis expert technique grande culture chez Euralis. Donc juste un petit mot juste pour présenter Euralis pour ceux qui connaissent pas. Bon, je pense que la majorité connaissent Euralis, mais Euralis c'est une coopérative du sud de la France, comme vous l'avez dit en introduction, effectivement, avec la particularité d'avoir un contexte pédoclimatique très diversifié, puisque nous partons de la façade atlantique jusqu'à chez Nicolas dans le Lauragais, donc à l'est de notre territoire. Et pour la partie est-ouest et la partie nord-sud, on commence au pied des Pyrénées et on monte jusqu'à la région bordelaise, avec donc du coup des contextes pédoclimatiques très différents. Et je prendrai comme paramètre pour vous illustrer un petit peu cette diversité, 1300 mm d'eau sur la zone sud-aquitaine et 650 mm dans le Lauragais toulousain, dans la zone toulousaine. Donc rien que par ce paramètre-là, vous comprendrez que on a des impacts très forts sur les dynamiques des maladies, notamment des maladies des céréales, mais aussi des ravageurs comme Nicolas l'a présenté, et particulièrement les limaces, les taupins,
et d'autres ravageurs comme les ilotis ou d'autres problématiques. Donc voilà, un petit peu le cadre général d'Euralis. Bien sûr, là-dedans, on vous imaginez que nous avons une diversité de cultures très, très importante et Nicolas en est un exemple très fort. Mais au paradigme, de l'autre côté, on a des zones où il pleut relativement régulièrement et une culture qui s'y prête parfaitement, c'est la culture du maïs sur la zone sud-aquitaine. Alors les maïs dans tous ces états, hein, donc le maïs grain, waxy, popcorn, enfin tous les maïs peuvent pousser. Et voilà, donc on est dans des zones où on a à la fois de l'humidité, des spécificités de culture et donc du coup une spécificité de ravageurs ou de problématiques par zone. Donc ça nous contraint à aller dans des démarches justement de rotation, d'assolement et de pousser un petit peu plus le levier que peuvent le proposer d'autres. Donc voilà, on est un petit peu dans ce contexte-là. Alors de mon côté, moi je suis chez Euralis depuis une quinzaine d'années et je suis basé sur la région toulousaine, donc plutôt un bassin céréalier diversifié. Quant à mon homologue qui est sur la région plutôt paloise est plutôt orienté maïs, soja, couverts végétaux, élevage. Voilà pour le contexte. Merci pour cette première introduction. Et depuis quand le biocontrôle, du coup, a fait son apparition dans le conseil et le référencement de produits proposés par Euralis? Alors, le biocontrôle a toujours un petit peu existé, mais à la marge. J'ai toujours connu, moi, le biocontrôle chez Euralis. Le premier biocontrôle réellement distribué dans la région, mais ça restait quand même qu'une minorité, ce sont les solutions à base de trichogrammes. Donc, on avait à l'époque des solutions tout chimiques, notamment épandues par hélicoptère. Donc, vous savez très bien que cette démarche, elle suscitait pas mal de réactions vis-à-vis des riverains, vis-à-vis de la société. Et Donc, on c'est a maintenant basculé interdit avec des d'ailleurs. épandages hélicoptères. Voilà, Mm. on a basculé progressivement vers des épandages hélicoptères, mais de trichogrammes, Donc on le rappelle, avant hein, de peut-être qu'on passer. l'a pas dit, les trichogrammes, c'est des, on va dire des micro-guêpes qui viennent parasiter la pyrale du maïs, qui elle-même est un ravageur de cette culture. Voilà, mais vous savez très bien que dans la vie, dans le monde agricole, un seul ravageur dans une culture ne suffit pas. Donc, on en a un autre important, un ravageur aérien qui s'appelle la sésamie et qui est prépondérant dans la région sud-aquitaine et pour lequel le trichogramme ne répond pas. Donc, on est soit en évitement en faisant, comme fait Nicolas, des cultures précoces, voire très précoces, où on évite en fait le second vol, voire le troisième vol, en faisant des génétiques plus précoces. Ou alors on passe sur des solutions autres que du biocontrôle. Mais voilà, le trichogramme existe dans le paysage. Alors soit il est pendu par hélicoptère, soit il est pendu par drone, soit il est pendu manuellement, pour certains Mm. qui ont encore des plaquettes à distribuer manuellement. Et Et donc puis ça, c'était une depuis, solution historique, on va dire, mais il y a une forte oui, accélération voilà. hein, des produits Alors, biocontrôle depuis quelques années, même en grande culture. alors exactement, la solution qui a fortement explosé depuis l'arrivée des phosphates ferriques. Voilà, donc c'est la solution qui répond parfaitement dans un bon nombre de situations. Donc, il faut connaître la molécule. Donc, au départ, on a comparé cette solution-là avec les solutions très, très haut de gamme qui existaient par le passé et qui finalement, certaines ont disparu. Il ne reste plus que du métaldéhyde, on va dire, en très haut de gamme. Mais il ne faut pas oublier Ça, c'est, le on le combo qu'on rappelle, a hein, le aussi. méthaldéhyde, pardon, c'est un produit phytosanitaire conventionnel, alors que donc le phosphate ferrique est un produit de biocontrôle et on parle là d'antilimace. Euh, Oui. juste, c'est quoi la part de marché chez Euralis, par exemple, de cette antilimace biocontrôle, le phosphate ferrique? Alors, le phosphate ferrique pur chez Euralis, c'est entre 25 et 30% de part de marché quand il est vendu seul. Et si on rajoute l'autre solution du marché qui combine métaldéhyde et phosphate ferrique, et donc qui fait baisser la part du métaldéhyde en grammage hectare, on est au-delà de 50-60% de part de marché avec ces solutions-là. Ouais, donc l'idée, hein, de petit à petit, c'est de tendre vers un 100%, on va dire, alternatif au méthaldéhyde, si c'est possible. D'autres exemples de produits de biocontrôle qui ont pris une part significative depuis quelques années en Alors, céréales à paille, par exemple? on a une activité sur les serres à la paille, donc comme je disais tout à l'heure, avec un contexte pédoclimatique très différent, d'un côté 1000-1300 mm, de l'autre côté 600 mm. Donc vous imaginez très bien que des serres à la paille, dans un contexte très pluvieux, on a une maladie qui est très développée, qui s'appelle la septoriose.
On a régulièrement dans nos expérimentations faites sur la région du 64 entre 20 et 30 quintaux de nuisibilité dans nos essais. Donc, on a introduit progressivement des stratégies à base de biocontrôle. Alors, vous connaissez tous le phosphonate de potassium, vous l'avez cité tout à l'heure, Pierre. Vous avez cité le soufre. Voilà, c'est les deux solutions aujourd'hui qui combinées, soit les deux ensemble sur un T1, soit combinées avec un T2 unique, peuvent nous permettre de faire baisser la stratégie globale en termes d'IFT sur les pratiques fongicides. Je ne suis pas à dire aujourd'hui à tout switcher, tout enlever, mais on est plutôt sur un combo qui introduit déjà des baisses de doses de produits chimiques classiques par rapport à une dose optimale en introduisant tout ou partie de biocontrôle dans la stratégie. Une petite question là, du coup, Philippe. On a dit que 60% du phosphate ferrique seul ou associé au métaldéhyde. Quels sont les autres produits pour les 40%? C'est encore du métaldéhyde pur ou seul, on va dire? Oui, oui, Ouais. oui, oui. C'est ça, hein, c'est ce plafond-là qu'il faut arriver à dépasser. Et puis peut-être revenir sur, on l'a dit, d'autres leviers qui sont utilisés de manière conjointe à ces produits de biocontrôle. Alors, pour vous illustrer un petit peu le premier levier qu'on travaille très fortement, en fait, c'est le choix génétique en variété de blé. Pour vous illustrer ça de manière très concrète, l'année dernière, en 2022-2023, sur la même plateforme, des comparaisons de deux variétés avec des programmes identiques derrière. Le témoin non traité sur la variété sensible, 35 quintaux, la variété non traitée, variété peu sensible, 55 quintaux. Rien que le choix génétique, on a déjà 20 quintaux d'écart, rien que par la pression maladie très très forte sur la variété sensible. Donc c'est déjà un premier levier. Et associé à ce levier, on va dire agronomique, hein, le choix variétal, est-ce que du coup, pour reprendre l'exemple du métaldéhyde associé au phosphate ferrique, est-ce que ça permet de renforcer l'efficacité, on va dire, de ce produit alternatif? Et d'ailleurs, tant que j'y suis, quel est l'intérêt du métaldéhyde associé au phosphate ferrique par rapport au phosphate ferrique seul? Alors l'intérêt, c'est d'avoir une synergie des deux, d'avoir une sécurisation de la pratique, puisqu'en fait nos agriculteurs, si on revient sur la partie métaldéhyde, connaissent très bien le métaldéhyde, ils veulent avoir du métaldéhyde souvent dans leur pratique. Ça, c'est le premier point. Donc, l'association des deux fait baisser le métaldéhyde à l'hectare, déjà d'une. Deux, la formulation est une formulation bille, donc facile à épandre. Et trois, ça sécurise un petit peu la pratique de tout le monde. Notamment chez nos producteurs très fortement touchés par les limaces, producteurs de maïs et de tournesol dans la région sud-aquitaine. On a régulièrement des parcelles qui sont attaquées à 100% par des limaces, même sur des parcelles de maïs, qui est une culture qui est moins appétante que du tournesol ou du colza, que d'autres peuvent connaître. Ouais, donc j'entends aussi qu'il y a un enjeu de conduite du changement, c'est-à-dire il y a une forme d'habitude aussi à ces produits-là, et les travailler en association permet petit à petit de réduire leur utilisation au profit de produits de biocontrôle, en sécurisant, on va dire, l'agriculteur dans ce changement de pratique. Justement, comment là aussi, cette même question que j'ai posée tout à l'heure à Nicolas, comment vous gérez la prise de risque liée au changement climatique? Encore une fois, un agriculteur son revenu dépend très directement de la qualité du rendement de ces cultures, notamment en grande culture. On peut comprendre qu'ils cherchent à être un peu ceinture et bretelles, hein, sur la protection contre des maladies ou certains ravageurs. Comment vous l'accompagnez dans cette sécurisation du changement de pratique? On essaye d'apprendre un peu avant eux. Alors, Nicolas est l'exemple du parfait agriculteur qui veut apprendre en même temps que nous. Mais notre mission à nous, service technique du groupe Euralis, c'est d'apprendre un petit peu avant eux, ou d'abord se faire la dent un petit peu avant eux, en prenant des risques dans nos expérimentations et voir jusqu'où on peut jouer. Je prendrai l'exemple de la septoriose. On a joué en éliminant le T1 et en baissant le T2 de 40%, par exemple, accompagné du contrôle. Donc là, on a vu qu'on était allé parfois un peu loin, puisqu'en termes de résultats statistiques, on était décorrélé de la solution de référence qui est chez nous une dose optimale. Donc on s'est dit non, on va aller un peu loin, donc on va réduire à 25% dans ces situations de très forte pression. Et quand on sait qu'on est sur des situations à très forte pression avec 25% de dose du T2 réduit accompagné d'un biocontrôle qui fonctionne et qui nous donne des résultats comparables à la dose T2 optimale, on sait que sur les autres terrains
où on a un peu moins de pression, on peut à la limite jongler et prendre un petit peu plus de risques en termes de diminution du partenaire phyto qui viennent dans la stratégie. On va tirer le fil hein, du phosphate ferrique parce que j'ai encore des questions à ce sujet-là. Est-ce que du coup vous avez pu démontrer que le phosphate ferrique pardon, est tout aussi performant que le métaldéhyde et l'enjeu de la combinaison ou de produits combinés, c'est qu'un enjeu d'accompagnement de la conduite du changement ou est-ce que on se rend compte que le phosphate ferrique est insuffisant en forte pression? Alors, on a du recul Ça déjà dépend. depuis l'arrivée du phosphate ferrique. Donc, le premier phosphate ferrique qu'on a testé s'appelait Slux. Maintenant, il s'appelle Slux HP. Il y en a plein d'autres qui arrivent sur le marché. Je voulais pas citer de marque, mais vous m'en donnez l'occasion, mais bon, peu importe. L'année climatique, comme je disais tout à l'heure, est très fortement décisionnaire du taux d'attaque de limaces. Et on sait aussi qu'on a le paramètre connaissance de la parcelle. Et c'est là qu'on a le rôle du conseiller qui a toute sa part dans la connaissance de la parcelle, puisqu'on a des parcelles plus à risque limaces que d'autres. Donc, si on est sur des parcelles à risque en année forte pression, comme je disais tout à l'heure, on a des parcelles qui sont à 100% d'attaque ou 100% de plantes détruites par les limaces. Donc, dans ces contextes-là, forcément, quand on teste, nous, dans notre réseau, on teste à produit unique, à passage unique. Donc, forcément, le phosphate ferrique est un petit peu en difficulté de quelques pourcents près, on va dire entre 5 et 10% d'écart par rapport à du métallurgie classique. Mais quand on est sur des situations comme sont la majorité de nos parcelles en situation intermédiaire de pression globalement moyenne à faible, le phosphate ferrique fait jeu égal à dose unique, à passage unique. Donc, si on met un relatif qu'on peut passer 2 fois ou en suivant les infestations dans les parcelles, on arrive à combiner des leviers et on arrive à avoir des résultats satisfaisants à l'arrivée avec ce genre de solution. Mais il faut bien se mettre dans l'idée que voilà, on a tout un tas de contextes pédoclimatiques différents qui peuvent nous amener à réfléchir. Et je comprends aussi pourquoi certains sont réticents dans des zones très, 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 très fortement attaquées suivant l'année climatique. Oui, mais on l'a compris, hein, cet enjeu encore une fois, combiner plusieurs leviers pour arriver à atteindre des niveaux d'efficacité Exactement. tendant vers les mêmes que ceux des produits phytosanitaires classiques. Euh, du coup, comment vous vous formez vous-même à ces nouvelles solutions qui arrivent sur le marché? On l'a dit, hein, vous apprenez avec, parfois un peu en avance, mais parfois aussi avec les agriculteurs engagés dans des fermes pilotes. Et puis, comment vous faites le lien avec le conseil stratégique et les conseils spécifiques, même si on sait hein, que les choses vont peut-être évoluer demain avec une réforme de l'agrément, mais voilà, les produits biocontrôle sont plutôt côté conseil stratégique, conseil spécifique, comment ça s'organise? Alors, on apprend, en fait, vous le voyez bien, et vos différents webinaires le montreront, hein, mais si on se concentre sur la partie grande culture, les solutions de biocontrôle qui prennent des parts de marché significatives sont les solutions de biocontrôle qui donnent des résultats significatifs. Bon, même si on sait pertinemment qu'on n'arrivera jamais à dépasser, en tout cas pour l'instant c'est pas le cas, les solutions chimiques très haut de gamme, on arrive parfois à faire un jeu égal et donc ce sont celles qui sont sur le marché. Donc, il en arrive relativement peu sur le marché. Donc, celles qui sont là, on les travaille en amont. On les travaille à travers de réseaux d'expérimentation. On a une bonne palanquée, comme on dirait chez nous, d'essais à micro-parcelles. Mais après, on teste chez des agriculteurs partenaires différentes solutions. Nicolas est un exemple parfait pour aller travailler ce genre de solutions. Alors, les prises de risque, on les prend, mais la prise de risque se fait aussi, en tout cas la réduction de la prise de risque se fait aussi par l'accompagnement le plus précis possible, le plus régulier possible, et ça demande du temps. Donc effectivement, ça c'est le premier levier. Donc quand on acquiert des références au travers de nos différents réseaux, en fait, on a un système depuis qu'on est passé au conseil annuel. On va dire que c'est une offre de conseil qu'on a fait souscrire auprès d'une partie de nos agriculteurs. Aujourd'hui, 1800 à 2000 agriculteurs chez nous nous suivent dans une offre de conseil. Mais ça, on entraîne aussi nos conseillers d'exploitation via des réunions qu'on anime tous les 15 jours en sous-bassin et on transmet régulièrement nos résultats et on leur demande d'échanger sur leur pratique, on leur demande d'être aussi vecteurs
dans un sens comme nous, on est vecteur dans l'autre. Donc, je pense que l'échange entre les conseillers, l'échange entre nous, services techniques, est un lien fort. Mais tout dépend aussi des propositions qu'on a en amont des différents fournisseurs qui sortent des produits biocontrôle. On a quelques entreprises françaises qui sont dynamiques sur ce schéma-là. Donc, c'est vrai qu'ils ont aussi des déboires parce que tout ne fonctionne pas. Mais on essaye de prendre à bras le corps ce qu'ils nous proposent et de voir comment on peut les intégrer dans nos pratiques, on va dire, dans des stratégies complètes, quelles que soient les cultures. Et on est fermé surtout à rien. Et justement, Philippe, sur les ouvertures que vous avez sur les pratiques agronomiques qui tendent vers l'agroécologie, est-ce que vous avez déjà essayé des mélanges de variétés pour diminuer la septoriose et diminuer, voire éliminer le traitement? Et juste avant ça, une petite précision, on est d'accord que les leviers génétiques que vous évoquiez, c'est que contre les maladies, hein, il n'y a pas d'effet variétal contre les limaces, sauf erreur. Non, non, Ah, non, c'est on est essentiellement sur les maladies des serres à la paille pour le premier paramètre. Et Nicolas l'a dit tout à l'heure pour la partie maïs cultivé en sec, qu'on peut aussi entendre sous le nom de dry chez certains fournisseurs. Donc là, c'est des stratégies d'évitement stress hydrique ça. essentiellement. Mais du coup, par voie de conséquence, on évite le second vol, puisque quand on récolte des maïs début septembre, les spirales et ses amis n'aiment pas trop aller se mettre sur des plantes qui sont déjà en sénescence. Deux questions courtes, du coup, Philippe. Je disais, est-ce que vous avez déjà essayé des mélanges de variétés pour diminuer, voire euh, éliminer certains traitements contre la septoriose? Voilà. Déjà, cette première question. Alors non, on ne fait pas de mélange de variétés, sauf quand on se retrouve chez des agriculteurs qui le pratiquent eux-mêmes et à qui on achète à la collecte. Donc c'est eux indirectement. Nous ne vendons pas de mélange de variétés. Déjà, c'est réglementairement, ce n'est pas possible. On ne peut vendre que des variétés pures. L'agriculteur peut ensuite se faire les mélanges. Donc ça complique quand même beaucoup la donne. On est plutôt sur la dynamique de vendre des variétés peu sensibles aux maladies. Donc, je suis chargé, moi d'ailleurs, chez Oralis, de sélectionner des variétés peu sensibles à la septoriose, côté Sud-Aquitaine, des variétés peu sensibles à la fusariose, plutôt un petit peu partout, mais surtout Sud-Aquitaine, des variétés peu sensibles à d'autres maladies comme le piétin verse dans certaines zones, notamment toutes les terrasses rive gauche de la Garonne. Voilà, donc on est plutôt sur une dynamique de choix de génétique et la création de la gamme s'oriente par rapport au choix de génétique nécessaire par bassin de production. Donc, si on est plutôt Sud-Aquitaine, je vais les mettre en place des variétés qui vont être une double tolérance, septoriose et fusariose, si elle existe. Mais d'abord septoriose. Et Philippe, on l'a dit, on a insisté beaucoup sur l'approche combinatoire en combinant différents leviers agronomiques, mais aussi différentes solutions, on va dire, de conseils et d'aide à la décision. Est-ce que justement, il est envisageable de protéger les céréales sur votre secteur contre les maladies avec une approche uniquement reposant sur la génétique d'une part, des OAD, des outils de la décision et des produits de biocontrôle? Vous avez démontré qu'on pouvait, sur certains secteurs, certaines maladies, certaines cultures, se passer complètement de produits phytosanitaires conventionnels grâce à ces différents leviers combinés? Alors, se passer complètement, non, parce qu'en fait, le biocontrôle aujourd'hui fonctionne bien sur septoriose, ne fonctionne pas sur les rouilles et fonctionne plutôt très mal sur les fusarioses. Donc aujourd'hui, quand on est comme chez Nicolas sur une thématique blé dur, donc l'OAD, un OAD, je ne citerai pas le nom de l'OAD, nous a permis de dire non, on ne va pas faire ni le T1, on va se passer du T2 parce que ça ne déclenche pas. Et on prend le risque d'attendre une semaine, 10 jours de plus pour aller sur le T3. Et du coup, le T3 vient couvrir la fin de cycle avec la problématique rouille brune et protège la fusariose. Et c'est le cas notamment d'une variété de blé dur très connue dans le secteur qui nous permet d'en arriver là. Donc oui, du coup, on a quelques particularités sur le blé dur. On a un blé améliorant chez nous qui est relativement peu sensible à certaines maladies de pieds et de feuilles. Donc, dans certaines situations, on peut également se passer du T1 surtout et très fortement alléger le T2
Et à ce moment-là, ben, la bascule peut se faire sur d'autres schémas qui viennent renforcer, on va dire, la dynamique de croissance de la plante. On va plutôt aller jouer sur la vitalité de la plante, sans parler de SDN, sans parler de tout ça. On va aller jouer sur la nutrition qui va aller renforcer la plante et donc du coup la rendre un petit peu plus forte face aux agressions des maladies comme la rouille. Donc, On il faut précise, bien Philippe, connaître les variétés. ouais. Voilà. Non, je voulais juste préciser que c'était à la fois en bio et en conventionnel, et peut-être même en conventionnel, là, les exemples que vous prenez. Oui, c'est surtout en conventionnel. Moi, je ne travaille pas le bio. D'accord. Voilà, pour que les gens comprennent bien de quel type de mode de production on parle. Philippe, il y a plein de questions qui se posent encore, mais ce que je vous propose, c'est que je vous les ferai passer et on Très bien. pourra y répondre aussi À tout à par l'heure. écrit ou tout à l'heure quand on prendra un petit peu plus de temps. Je voudrais donner maintenant la parole à Marc Bonnet. Merci encore, Philippe. Marc, vous êtes directeur général de la filière CRC. Est-ce que vous pourriez peut-être déjà en un mot nous préciser qu'est-ce que c'est que ce label et puis surtout cette filière? Parce qu'on a compris, hein, il y a différents acteurs qui ensemble s'organisent pour déployer les bonnes pratiques et surtout aussi les valoriser auprès du consommateur. Oui, bonjour à tous. Filière CRC, CRC, l'acronyme veut dire culture raisonnée contrôlée. Quelques mots sur son origine. Donc, au départ, ce sont des agriculteurs qui produisaient des blés à destination de l'alimentation infantile. Et donc, il y avait un savoir-faire particulier sur la traçabilité et la gestion sanitaire. Et donc, de l'amont agricole, ils ont souhaité ensuite créer une filière complète. Donc, aux organismes stockeurs et aux agriculteurs se sont ajoutés donc les collèges de la première transformation, les meuniers, deuxième transformation industrielle à marque propre ou à marque de distributeur, et ensuite les commerçants. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs cultures, le blé tendre, le blé dur, le seigle, le grand épeautre et le sarrasin. Donc c'est essentiellement du blé tendre. Nous représentons 100 000 hectares, 600 000 tonnes, un peu plus de 600 000 tonnes sur la récolte 23, ce qui représente à peu près 12% des blés français à destination de l'alimentation humaine. Et comme vous le dites, Pierre, l'objectif de notre organisation, c'est de pouvoir valoriser donc des bonnes pratiques, et d'ailleurs qui sont reconnues comme étant favorables à la biodiversité par les pouvoirs publics, puisque notre cahier des charges est sous une forme de certification de conformité produit. Donc, ce sont des communicantes validées par les pouvoirs publics. Et donc, l'objectif, c'est de mieux rémunérer nos agriculteurs. Aujourd'hui, il y a une prime de 30 € la tonne de blé payée par le meunier aux organismes stockeurs et ensuite c'est réparti auprès des agriculteurs. Et donc de pouvoir, je dirais, trouver un compromis intelligent entre ce qu'il est possible de faire pour les agriculteurs et répondre bien aux attentes de la société par rapport à la dimension sanitaire, la dimension de traçabilité, et puis une attente aussi par rapport à des exigences environnementales qui s'accentuent. Mais je veux préciser en préambule que nous avons une approche très pragmatique, non dogmatique, et que le biocontrôle fait bien sûr, enfin les biocontrôles dans leur ensemble font partie des solutions que nous étudions très attentivement, mais que, enfin je dirais que la dimension d'efficacité, comme ça a pu être expliqué auparavant très bien, est un élément absolument majeur parce qu'il faut le diviseur et la dynamique de rendement est primordial pour nos agriculteurs. Marc, quelques exemples peut-être de mesures qui sont reprises dans ce cahier des charges CRC? Oui, alors il y en a une, donc depuis 98, donc la ventilation se fait donc à l'air naturel depuis La 98. ventilation dans les espaces de stockage, hein, Oui, dans les vous silos. avez le précisé. Donc nous, on a une communicante là aussi qui est certifiée par les pouvoirs publics, où donc on s'engage sur des moyens et sur des résultats, donc absence de traitement des grains, et puis on prouve aussi qu'il y a absence de présence de résidus sur les grains avec des analyses. Et donc ça, c'est un biocontrôle et qui permet donc de revendiquer une absence d'insecticides de stockage. En tout Et cas, nous c'est une démarche qui s'inscrit dans cette logique du biocontrôle, même si c'est pas là, on parle pas d'un produit ou d'un agent en particulier. Ça s'inscrit effectivement dans la même logique que de gérer la pression des ravageurs, là en l'occurrence à l'échelle des silos. Ce serait
quand même trop bête d'avoir fait plein d'efforts au champ et que derrière, au silo, par le biais d'insecticides, on se retrouve à avoir des résidus. Hein. Je crois que c'est principalement des résidus issus d'insecticides de stockage qui sont traditionnellement retrouvés dans des biscuits ou dans des produits issus de la transformation du blé. Et donc là, voilà, avec des démarches de ventilation qui, encore une fois, visent à abaisser la pression des ravageurs, voire en l'occurrence même carrément l'éviter, vous vous inscrivez dans cette même logique du biocontrôle. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a participé à écrire il y a 2 ans une fiche action donc de CEPP, donc certificat d'économie des produits phytosanitaires, et donc qui permet donc aux distributeurs de prouver la diminution de l'utilisation d'insecticides de stockage en recourant donc à la certification de conformité produit CRC et donc de revendiquer une valeur associée aux grains stockés et une économie donc de CEPP par tonne de blé CRC stocké. Vous avez également une liste positive de produits qui est donnée aux organismes stockeurs dans laquelle j'imagine on retrouve des produits de biocontrôle qui sont donc autorisés et conformes au cahier des charges CRC. Oui, c'est-à-dire que donc pour revenir, on a une dimension donc très pragmatique et donc nous on analyse l'ensemble des solutions qui sont proposées sur le marché et on a une méthodologie propre pour évaluer l'impact sur la faune d'une part et sur la flore d'autre part, tout en ayant à l'esprit la notion d'efficacité pour notamment la dimension sanitaire des grains, puisque aujourd'hui on tient pour acquis que on est sur des marchandises saines, mais les risques malgré tout existent. Alors il n'y a pas eu de problème important, ou en tout cas révélé au grand public sur la filière blé, farine, pain, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc on est très attentif à ce que la dimension sanitaire, notamment par rapport aux maladies fongiques, soit traitée. Donc quand les produits de biocontrôle peuvent le permettre, eh bien ils font partie du panel. Mais voilà, on n'a pas de dogmatisme naturel versus chimique. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Et au même titre que l'absence d'insecticides de stockage et ventilation à l'air naturel, quand on peut proposer ces solutions, bien sûr, on le fait. Donc on comprend hein, que ce qui motive aussi ce pragmatisme que vous évoquez, c'est aussi des questions sanitaires et pas que de rendement. Comment faire comprendre aux consommateurs les engagements et les réussites d'ailleurs environnementales de l'amont agricole grâce aux approches relevant du biocontrôle? Alors c'est complexe parce qu'il y a un foisonnement de labels et que les consommateurs, de manière générale, eh bien, sont pas forcément des grands connaisseurs des problématiques techniques du monde agricole. Donc c'est compliqué de faire passer les messages parce qu'il y a un foisonnement de labels et une approche telle que la démarche CRC, en fait, c'est un ensemble de petites, entre guillemets, mesures. Et donc, de pouvoir C'est une approche un peu systémique aussi, c'est ça qu'on entend, et multi-maillon de la filière. Donc, effectivement, il y a à expliquer simplement à un consommateur qui fait un choix rapide de produits sur des rayons, j'imagine que c'est pas simple. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, nous, ce que nous offrons aux commerçants, de manière générale, c'est un ensemble d'éléments de langage. Donc, sur par exemple, l'éloignement de nos parcelles de sources de pollution, la ventilation à l'air naturel, le fait que nos pratiques sont reconnues comme étant favorables à la biodiversité. Ensuite, les metteurs en marché s'emparent de tel ou tel élément de langage, mais ça dépend aussi, je dirais, du marketing. Dont Chacune des marques derrière qui reprennent ces éléments et votre label. Et puis j'imagine que vous insistez aussi beaucoup sur les résultats, au moins autant que sur les moyens qui se déploient dans les filières. On l'a dit, hein, biodiversité, absence de résidus, qualité sanitaire, rémunération des efforts, c'est aussi tous ces éléments-là qui sont mis en avant. Oui, les consommateurs et les Français de manière générale sont sensibles au fait que les agriculteurs soient mieux rémunérés. Donc la filière CRC participe à cette dynamique. Mais il y a en effet une notion je reviens vraiment sur ce terme de fait d'être pragmatique et de permettre à nos agriculteurs de produire autant qu'ils le peuvent
en allant un peu plus loin sur un certain nombre de sujets et donc de pouvoir aussi nourrir la société de promesses qui sont vérifiées, qui sont concrètes, mais qui sont un ensemble de petits pas, je dirais, qui vont dans le sens en fait d'un compromis intelligent entre une temporalité assez longue sur l'amont agricole et une temporalité plus courte chez les commerçants qui parfois sont assaillis par des demandes de la société qui peuvent d'ailleurs changer très rapidement. Oui, l'idée c'est de dépasser un peu les effets de mode quand il s'agit de structurer des filières long terme. S'il est peut-être compliqué de parler biocontrôle de manière explicite à des consommateurs, est-ce que vous l'abordez tout de même avec des transformateurs, des distributeurs dans une relation business to business? Est-ce que le biocontrôle est un sujet discuté entre les partenaires de la filière CRC et puis surtout à l'aval de la chaîne entre un meunier et son boulanger, voire le boulanger avec de la grande distribution? Alors certains distributeurs ont une approche, veulent se rapprocher du monde agricole et donc essayent de se donner les moyens de comprendre comment ça fonctionne. On réalise que c'est complexe parce que rentrer dans des métiers, c'est beaucoup de, il faut un passif important, mais ça reste assez marginal. Il y a quelques grands distributeurs qui ont des moyens très importants et qui souhaitent mieux comprendre, aller plus loin, parfois à rajouter des exigences qui peuvent être possibles ou alors vraiment très complexes, mais ça reste marginal. Je dirais que l'ensemble, la plupart des distributeurs et des commerçants, font confiance au monde agricole et sont plus en attente qu'en véritable, ils n'imposent pas forcément leurs règles. Et on entend beaucoup parler justement de bas carbone, de biodiversité, d'agriculture régénératrice. Est-ce que ces termes-là sont compatibles en termes marketing avec le biocontrôle? Parce qu'on le sait, hein, d'un point de vue technique, et on l'a abordé jusqu'alors, ça va plutôt dans le même sens. Mais est-ce que d'un point de vue marketing, comment voilà, on arrive à faire cohabiter l'ensemble de ces enjeux? Oui, les choses sont très souvent vraiment compatibles, c'est-à-dire en fonction des choix, que ce soit en haute valeur environnementale, en agriculture régénérative, avec par exemple une labellisation en CRC, tous ces éléments-là sont tout à fait compatibles. Ensuite, il y a une logique aussi je dirais, de flux et de quantité, c'est-à-dire que si après vous travaillez en silo, eh bien, il faut aussi être conscient que plus vous mettrez d'exigences et moins vous aurez la possibilité d'avoir un grand nombre d'agriculteurs. Oui, c'est ça aussi, c'est comment on arrive à faire on va dire, monter en puissance le déploiement de ces bonnes pratiques en embarquant le plus grand nombre. Donc là, la filière CRC reste sur une filière dite d'excellence, j'imagine. On l'a dit, hein, 10% des volumes, en tout cas un peu plus de 10% des volumes de blé destinés à l'alimentation humaine, ça, voilà, ça représente quelque chose d'assez significatif. Rappelez-nous le nombre d'agriculteurs concernés par la filière. 3500. 3500 agriculteurs. Sur 100 000 hectares. Mais en effet, on peut tout à fait faire du blé CRC, donc qui est une certification de conformité produit. Donc on atteste que le blé et ensuite la farine jusqu'au produit fini répondent à un certain nombre d'enjeux de traçabilité sanitaire et issus de pratiques reconnues comme étant favorables à la biodiversité. Mais ça peut tout à fait être issu, par exemple, de fermes qui sont en HVE, issus d'agriculture régénérative. En fait, ce n'est pas incompatible. Et vous savez quelle est la part d'agriculteurs, peut-être que c'est une question qui ne s'exprime pas en ces termes-là chez vous, mais la part des agriculteurs qui recourent régulièrement au biocontrôle et qui sont sous cahier des charges CRC? Alors, 100% en tout cas pour ce qui concerne le stockage, mais donc là, ça se situe au niveau de l'organisme stockeur. Et chez nos agriculteurs en particulier, c'est un recensement que l'on ne fait pas. Peut-être qu'on sera amené à le faire plus tard, mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité de dire le pourcentage de biocontrôle utilisé versus produits plus traditionnels.
parce que c'est toujours en fait ce croisement entre la dimension sanitaire, la problématique de maladie du moment. Et donc, une année, ça pourrait par exemple être à 15%, l'année d'après à 10%, mais ça ne veut pas dire que l'année où on a fait 10, on a fait mal. C'est-à-dire que potentiellement, il y avait une problématique sanitaire avérée qui faisait que peut-être qu'on a dû utiliser des produits plus Conventionnel. voilà, donc c'est comme, je dirais, l'IFT, qui est un indice très intéressant, mais qui peut varier d'une année fréquence à de l'autre. traitement. Voilà, et qui parfois, quand on s'adresse à des gens qui ne sont pas connaisseurs, qui peut apparaître comme étant un progrès ou au contraire une régression, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est Ça dépend des l'intérêt. conditions évidemment environnementales et agro-pédoclimatiques climatique de l'année. Merci Marc pour ces échanges. Je propose maintenant qu'on poursuive en vous rassemblant tous les quatre. Peut-être en commençant sur une première question sur les grandes cultures. On le voit hein, par rapport à d'autres cultures. Peut-être que Odile d'ailleurs peut nous rappeler, si elle les a en tête, euh, la répartition, on va dire, du recours au biocontrôle en fonction des grandes filières. On l'a dit, en grande culture, Odile, de mémoire, tu l'as précisé en introduction, c'est 16%, c'est ça, des agriculteurs qui, au moins dans le réseau défi, recourent à des produits biocontrôle, alors que c'est 89% en arboriculture et en viticulture. Qu'est-ce qui explique ce relatif je veux dire, retard, je ne sais pas, mais en tout cas écart entre les grandes cultures d'une part et les autres cultures spécialisées, disons ça, d'autre part. Est-ce que tu as une idée là-dessus, Odile? Est-ce que c'est lié peut-être à l'enjeu de désherbage? Effectivement, merci Pierre. Donc oui, en introduction, j'ai mentionné qu'il y avait dans chez les agriculteurs des groupes défi ferme, selon donc un rapport de 2023, 16% des producteurs qui utilisaient en grande culture des produits de biocontrôle. Et on parlait bien des produits, donc effectivement, ça ne prenait pas en compte les macro-organismes, donc les trichogrammes notamment, qui sont utilisés par en tout cas, c'était une étude d'IBMA France de la fin des années 2010 qui disait qu'il y avait un quart des agriculteurs qui utilisaient en grande culture des produits, des trichogrammes. Donc, il faut aussi tenir compte des organismes, effectivement. Donc, c'est beaucoup moins que pour d'autres filières. Et comme tu le dis, c'est certainement lié au fait qu'en grande culture, finalement, les IFT, c'est-à-dire les indices de fréquence de traitement, sont moins importants finalement que dans d'autres filières. Il faut quand même tenir compte du fait que c'est entre 2 et à peu près 6 en fait en moyenne, et que contre des chiffres bien plus élevés en fait dans d'autres cultures. Et aussi, donc comme tu dis, une part importante de cette IFT, donc de ces traitements qui sont tournés vers la lutte contre la gestion des adventices, donc des mauvaises herbes, et que pour lesquels en biocontrôle pour l'instant il n'y a pas beaucoup de méthodes adaptées. Voilà. Effectivement, ça peut s'expliquer notamment par ça. Et puis en plus, on l'a dit avec Philippe, il y a une offre génétique qui est aussi peut-être relativement plus forte. On peut changer de variété chaque année. Et donc j'imagine que pour lutter contre certaines maladies, ce levier génétique prend une part importante par rapport à des produits de contrôle. Philippe, est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce que le renouvellement de la génétique explique du coup relativement que les produits de biocontrôle sont moins présents que pour les cultures pérennes, par exemple? Tu ne te trompes pas, Pierre. En fait, il suffit de regarder la courbe de sensibilité ou de la tolérance à la septoriose des différentes variétés de blétane qui arrivent sur le marché, avec une part croissante des variétés de plus en plus tolérantes. Donc, on voit bien qu'on a du choix génétique qui arrive régulièrement et qui vient compléter en fait le panel des solutions qui viennent nous aider et qui viennent aider les agriculteurs à implanter des variétés performantes en termes de rendement,
deux qui permettent de répondre à des filières de blé de qualité, BPS ou BPS VRM. Au passage, 95 ou 100% de notre gamme de blé tendre chez Euralis, et ce sont des BPS et 95% sont des VRM. Donc, on répond bien à l'enjeu de productivité et de qualité derrière. Et bien sûr, on s'attache à regarder la tolérance. Nicolas, de ton côté, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de coût du biocontrôle par rapport à la valeur ajoutée dégagée par les grandes cultures relativement à d'autres productions à plus forte valeur ajoutée? Est-ce qu'il n'y a pas aussi là un sujet? Est-ce que les produits de biocontrôle coûtent cher en grande culture relativement à la valeur ajoutée dégagée par ces productions? Oui, alors certains produits coûtent, les coûts sont à peu près similaires, hein, les phosphates ferriques, c'est assez similaire avec les métaldéhydes. Mais c'est vrai qu'après, quand on veut commencer à lutter contre des chenilles, les coûts sont quand même beaucoup plus importants. Donc oui, c'est un frein aussi pour les agriculteurs à utiliser ce genre de produit et pour moins le valoriser derrière. Mais après, je pense que derrière, l'agriculteur ou même la coopérative ou les débouchés ont fortement besoin de valoriser ce genre de changement de pratique. Chez nous, aujourd'hui, chez Euralis, nous avons des contrats type Gaia, c'est pour les bonnes pratiques, donc du coup, où on donne un peu comme le CRC, hein, où on vend nos produits légèrement plus chers, où on a une petite prime à la bonne pratique culturelle. Avec un ensemble de leviers incitatifs déployés auprès des agriculteurs. Philippe et Nicolas, et puis Marc également, est-ce qu'aujourd'hui, on se dit que l'agroécologie, c'est l'élite, ou c'est une élite, en tout cas, quelque chose vers quoi on tend? Est-ce que demain, c'est la norme? Et si oui, quel est l'horizon de temps que vous imaginez pour que ça devienne la norme ou une norme? Quand je dis une norme, c'est pas forcément un label ou une certification, mais en tout cas quelque chose qui embarque les masses. Encore une fois, il n'y a peut-être pas 50 Nicolas Virves chez Euralis, malgré tous les engagements que la coopérative peut avoir. Alors, si je prends la parole en premier, effectivement, la part de ces agriculteurs qui viennent réfléchir sur comment je mets en place mon assolement. Déjà, la diversification de l'assolement, déjà. Ensuite, comment je mets en place mon assolement dans un contexte où je vais couvrir des sols, où je vais bénéficier de ma couverture de sol en termes de nutriments pour la culture suivante, et je vais le valoriser derrière dans ma culture. Donc, ça veut dire qu'il faut être plus précis dans le calcul de ce que les couverts rémunèrent en termes d'azote, de phosphore, de potasse, de soufre, de carbonate, etc., etc. Comment l'agriculteur, lui, va générer ou il va faire baisser ses pratiques de travaux du sol parce qu'en fait, dans le bilan, il y a des coûts supplémentaires pour les mises en place de ces stratégies. Mais de l'autre côté, il y a, aux mesures, des moindres coûts de passage. Donc, le fait est que on a une dynamique positive chez des agriculteurs comme Nicolas. Ils sont plutôt, on va dire, moins importants que la normale, mais on en a quelques-uns qui s'y engagent. Et surtout, derrière, on essaye de valoriser en fait cette recapitalisation de nos sols, parce qu'en fait, c'est là que le nerf de la guerre se situe. On veut tout mettre sur le dos de la productivité par de l'azote, en fait, de l'azote minéral, et il n'y a pas que ça. Et Nicolas déjà l'a dit tout à l'heure. Si on doit mieux combattre les champignons pathogènes, c'est aussi leur donner moins de substrat pour se développer. Et moins de substrat, ça peut être aussi moins d'azote minéral, moins d'azote de façon plus chimique, on va dire, et plus de manière organique pour avoir une dynamique de libération de l'azote dans la plante différente. Et on voit des résultats chez certains agriculteurs. Nicolas et moi, nous en connaissons quelques-uns, ils ne sont pas nombreux, qui ont fait ce choix-là et pertinemment, en fait, ils réinvestissent d'autres paramètres pour aller produire un petit peu différemment. Mais ça demande un engagement qui n'est pas simple tous les jours. Et justement, comment on accompagne les agriculteurs, on l'a dit, hein, pour que cette minorité devienne demain une majorité. Voilà, je voudrais qu'on revienne sur cette notion de prise de risque et d'accompagnement de la montée en compétences des agriculteurs, mais aussi des conseillers sur ces méthodes de production qui sont plus complexes, peut-être,
à mettre en œuvre et donc, En fait, par définition, risqué. Euralis a une expérience de plus de 10 ans sur les couverts végétaux, par exemple, 10-15 ans. Ça date de l'ancien responsable agronomique qui était chez Euralis il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années. Donc, on a commencé à capitaliser pas mal d'informations sur les mises en culture derrière des couverts végétaux et comment valoriser ces couverts végétaux sur les cultures suivantes. Donc ça, c'est déjà un premier paradigme. Et ensuite, comment détruire ces couverts végétaux pour implanter la culture suivante. Et tout ça, ça s'acquiert pas du jour au lendemain. Nicolas, il est sur un contexte pédoclimatique, comme il a pu dire, très particulier du Lauragais, qui sont des coteaux argilo-calcaires. Et on ne met pas en terre des cultures de printemps comme on met en terre des cultures de printemps sur la zone ouest, sur des sols limoneux-sableux, voire humifères. Donc, c'est pas du tout le même contexte. Donc, on apprend et on essaye voilà, d'être moteur sur des changements et ça ne passera aussi que par des changements de pratique avec du machinisme sans être le premier acteur. Le machinisme ne doit surtout pas être le premier levier. Il faut comprendre tout le reste avant d'investir dans du matériel. Et on a quelques agriculteurs qui ont fait le choix inverse de partir sur le matériel avant de maîtriser la partie agronomique et on voit quelques échecs de ce côté-là. Donc, effectivement, il faut monter sur différents leviers en même temps et ça ne passe que par un engagement de tout le monde. Et aujourd'hui, nous, on apporte des briques, l'agriculteur apporte ses briques et c'est comme ça qu'on avance. Hmm. Oui, pour compléter, oui. Une pour question. compléter un peu Philippe, il y a quand même le nerf de la guerre, c'est la rentabilité de nos exploitations derrière quand même, donc on ne peut pas s'y lancer comme ça tous du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que ces fermes pilotes sont là, on fait des essais, on accompagne, on réunit d'autres agris, on fait voir d'autres méthodes, mais voilà, on y va doucement et on espère bien sûr qu'on réunira à terme pas mal d'agris sur l'agroécologie. Marc, une Oui. réponse rapide? Pour appuyer ce que vient de dire Nicolas, il y a le nerf de la guerre, c'est pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une rémunération et c'est dire comment finance-t-on ce terme de transition qui est beaucoup utilisé. Donc nous, on pense au sein de la filière CRC que ça passe par des organisations politiques où les gens peuvent se parler. Nous, on a un conseil d'administration qui représente l'amont agricole, la transformation, la distribution. Donc c'est un écosystème très favorable. Oui, au sein d'un groupement d'intérêt économique, hein, on le rappelle, donc où tous les différents maillons de la filière sont représentés. Et je pense qu'il faut garder vraiment en tête, et la gronde des agriculteurs nous le rappelle à juste titre, que le prix de nos matières premières, il est décidé la plupart du temps en mer Noire ou ailleurs, et que tout ce que nous faisons en France, c'est très bien, et je pense qu'autour de la table, on a envie évidemment de faire mieux, mais que ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est savoir comment on maintient la rentabilité dans nos exploitations, et si la chaîne alimentaire est prête à financer ces transitions, c'est formidable. Mais on réalise, on voit bien qu'il y a aussi une problématique d'acceptabilité. Donc, ce sont des projets sur le temps long, mais surtout, il est urgent de ne pas aller trop vite, comme les pouvoirs publics ont pu le faire il y a quelques années sur certains sujets où il y a des retours en arrière et c'est beaucoup de temps de perdu, beaucoup d'argent de dépensé. Donc, comment finance-t-on ces transitions? Qui est prêt à payer? Il y a aussi une problématique immense de renouvellement des générations. Et pour renouveler les générations, mais il faut faire envie. Ça veut dire qu'il faut qu'on montre que le métier d'agriculteur, qui est le plus haut métier du monde, c'est aussi un métier qui permet de gagner sa vie. Et aujourd'hui, beaucoup ne gagnent pas leur vie. Donc, pour nous, le problème majeur, c'est le financement et comment on rend les exploitations rentables. Et donc, on l'a vu avec notamment cette logique de prime de 30 € la tonne Qui n'est pas grand-chose, qui est une petite participation. Qui contribue au moins à rémunérer et valoriser cet effort environnemental réalisé par les agriculteurs. Je reviens sur une question peut-être plus technique. Nicolas, Philippe ont évoqué le lien entre gestion de la fertilité globale des sols et protection phytosanitaire, en tout cas santé des végétaux au sens large. Justement, là, on parle de biocontrôle, mais on a quelques questions qui portent sur les biostimulants, qui sont une autre catégorie de produits qui ne répond pas au même cadre réglementaire, qu'on peut regrouper sous le vocable biocontrôle et biostimulants sous le vocable biosolutions. Philippe, Nicolas, est-ce que vous faites des liens entre biostimulants, gestion de la fertilité et démarche de biocontrôle?
de votre côté de manière pragmatique sur votre exploitation? Alors oui, on s'intéresse à tout ça aussi, hein. On arrive aujourd'hui même à faire des analyses de sève. On va encore plus loin pour essayer, pour amener ce qu'il faut à la plante. Et, enfin, on est en train de s'apercevoir que peut-être un exemple, hein, la plante n'a pas besoin de tellement d'azote, mais d'oligo-éléments derrière, de biostimulants pour la faire réagir et pour qu'elle aille puiser tous les éléments dans le sol. Donc oui, on s'y intéresse à ça avec Philippe, ça fait déjà quelques années. Ouais. Oui, avec un enjeu, j'imagine, de En, là bien identifier quelle bonne solution pour quel usage. Bien Philippe, sûr. en c'est complément, des... je vais compléter Ouais. le propos de Nicolas. Justement, hein, voilà, donc ça fait partie des thèmes qu'on travaille depuis moins longtemps, mais les biostimulants sont rentrés dans notre panel de solutions que l'on regarde de près depuis maintenant quelques années. Il ne faut pas se cacher, c'est un marché qui est important maintenant dans notre scope. Et derrière, en termes de biostimulants, on met un petit peu de tout. Alors moi, j'ai tendance à dire qu'il y a des vrais biostimulants qui ne font que de la biostimulation. Et après, on a des solutions qui sont sur le marché, qui sont plutôt des éléments de nutrition, de biostimulation. Voilà, il y a un petit peu de tout dedans. Il y a des vrais biostimulants qui viennent biostimuler soit les systèmes racinaires, soit le végétal au sens propre du terme. Oui, on a quelquefois des réponses. Ce marché-là est un marché qui ne répond pas comme un marché du phyto. C'est pas une réponse binaire oui non. Ce sont des schémas où il faut mieux comprendre la plante et pour mieux l'analyser, il faut passer par des analyses complémentaires comme le Nicolas le fait sur des analyses de sève. Donc on va mieux, c'est comme une analyse de sang pour un homme, hein. On fait les radios pour le os, on fait l'analyse de sang pour le reste. Et pour la plante, c'est pareil, sauf qu'on fait des analyses de sève. Donc on regarde tout ce qui se passe dans la plante et ce qu'on trouve dans la plante souvent caractérise le sol qu'on a dessous. Donc c'est pour ça qu'il faut se pencher aussi au sol. Et dans ces pratiques-là, en fait, Euralis a fait le choix de rémunérer via ce que disait Nicolas, via des contrats qu'on appelle chez nous Gaïa, que ce soit du maïs ou du tournesol, maïs et du soja pour l'instant, mais demain, ça sera d'autres cultures. On a d'autres cultures qui sont sous contrat. Marc Bonnet parlait de filières CRC. On a des filières avec d'autres, sur Serralpa, avec d'autres structures qui achètent et pour lesquelles on incite l'agriculteur à aller vers des pratiques. Et pour notre contrat Gaïa, c'est un système à points. Et dans les points, on a bien sûr mis du biocontrôle, on a mis des biostimes qui viennent justement faire ce panel de points qui nous permet à l'arrivée de faire un bonus à l'hectare. Bien entendu, c'est un jeu d'équilibre entre ce que coûte ce qu'on va mettre et ce que va rapporter à l'arrivée. Et le but, c'est de ne pas non plus mettre pour ne pas gagner. Et c'est là que l'équilibre est ténu et c'est là qu'on a besoin de tout le monde pour trouver le bon équilibre. Mais chez des gens qui sont déjà engagés sur des pratiques de travaux du sol avec des profondeurs de sol minorées, non-bousculement de sol, etc., la gestion de l'eau, la gestion des biostimes, la gestion des biocontrôles. Donc, on incite ces agriculteurs-là et on peut rémunérer de manière significative à l'hectare. Si on prend le cas du maïs, on n'est pas arrivé à 10 ou 15 000 hectares de ces contrats-là pour rien. Donc, c'est que l'agriculteur, il trouve quand même son compte, même si c'est pas beaucoup plus, mais c'est quand même un peu plus. Le nerf de la guerre, comme disait M. Bonnet tout à l'heure, c'est le prix de base du produit. Et aujourd'hui, dans un contexte mondial, c'est vrai que le petit plus, parfois, ne suffit peut-être pas assez, mais c'est quand même déjà inciter l'agriculteur à avoir un petit peu plus à l'arrivée. Oui, puis encore une fois, une logique de reconnaissance aussi du travail effectué. Je crois que c'est aussi un des sujets de la gronde des agriculteurs qu'on connaît ces jours-ci. C'est des enjeux très directement économiques et plus largement, je pense, un enjeu de reconnaissance sociale qui passe aussi par la rémunération du Et de travail. confiance entre les acheteurs et le monde de la production. Et ça passe par une traçabilité exemplaire de nos productions. Donc là, voilà, donc cet enjeu-là est aussi très très fort de la traçabilité. Mhm. Merci à tous les quatre pour ces témoignages. On l'a vu, hein, on a cherché à insister sur une combinaison différente de leviers euh, qui relèvent du biocontrôle et qui sont ensemble à mobiliser pour traiter cette question de la protection des végétaux. On l'a dit aussi, on l'entend dans vos propos, ça s'inscrit dans des problématiques un peu plus larges d'ordre socio-économique, politique et réglementaire.
qu'on n'a évidemment pas abordées aujourd'hui, mais qui sont quand même à avoir en tête. Justement, pour te passer la parole, Odile, et pour tendre vers une conclusion, est-ce que tu peux peut-être revenir sur quelques incitations positives qui pourraient aider au développement de pratiques relevant du biocontrôle? Un des participants dit, ne devrait-on pas avoir des primes PAC, par exemple? Cela encouragerait les agriculteurs plutôt que de voir régulièrement des pénalités financières, notamment. Et voilà, comment est-ce qu'on peut travailler cette logique de valorisation plutôt que de contraintes? Est-ce qu'il y a quelques exemples euh, dans les politiques gouvernementales actuelles, nationales, et puis peut-être des politiques européennes, euh, des pratiques incitatives, en tout cas des démarches incitatives au recours aux produits de biocontrôle? Effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de réflexions qui sont menées autour de la réduction des produits phytopharmaceutiques. On est en train de réviser en fait le plan Ecophyto, donc pour aller vers un plan Ecophyto 2030, se projeter sur des cibles qui sont aussi les cibles européennes. En fait, on se situe vraiment dans un contexte qui est européen. C'est ce que nous a rappelé aussi notre ministre la semaine dernière dans le cadre des rencontres annuelles du biocontrôle. Donc, on fonctionne déjà donc, à cette échelle communautaire, ça c'est très important. Donc des démarches effectivement en lien avec la PAC. Alors bon, malheureusement c'est pas ce dont je m'occupe spécifiquement, donc je ne pourrais pas avoir d'éléments trop précis sur le sujet. En lien avec la politique agricole commune, on a travaillé mais plutôt avec les filières fruits et légumes en fait, les programmes opérationnels en fait, qui ont des mesures spécifiques pour le biocontrôle. Mais c'est spécifique aussi à ces mesures des programmes opérationnels qui ne concernent pas les grandes cultures. Oui, on n'a peut-être pas encore tout à fait les mêmes dispositifs qui puissent s'appliquer. Mais par contre, oui, on a réfléchi aussi dans le cadre de. Enfin, il y a des mesures dans le cadre de HVE, hein, de la haute valeur environnementale, qui sont favorables aussi au biocontrôle. Non, enfin, donc dans le cadre de la révision du plan Ecophyto, il y a une première brique qui a consisté en fait à identifier quelles étaient les substances actives qui risquaient d'être retirées du marché sous un horizon de 5 ans, et à chercher des alternatives en fait. C'est vraiment là qu'on se situe en termes de politique incitative, c'est de rechercher des alternatives pour les producteurs. Et donc, en anticipant le retrait des substances actives des produits phytosanitaires pour éviter de se retrouver au pied du mur. Je disais en introduction que les produits de biocontrôle couvrent actuellement 54% des usages en protection des cultures, ce qui signifie qu'il y en a encore 46% finalement à couvrir. Et il faut qu'on s'attache à ce que les nouvelles solutions qui font l'objet de recherche et ensuite de transfert aux industriels et au déploiement des agriculteurs concernent ces usages qui sont cruciaux pour les producteurs en fait, qui sont ceux qui ont le plus besoin. Donc on s'attache vraiment à ce que ça se mette en place, et notamment donc là grâce à un très beau programme qui naît et qui justement réunit l'ensemble de la filière, qui s'appelle le Grand Défi Biocontrôle et Biostimulant pour l'agroécologie, et qui réunit maintenant un panel de plus de 100 membres en fait, réunis en plusieurs collèges, et qui vont de la recherche au monde des distributeurs, des producteurs, bien sûr des utilisateurs, mais aussi le monde de l'assurance, enfin de l'aval, de la recherche appliquée, et aussi de la société civile en fait. Donc c'est un programme très important qui commence maintenant et qui va durer 6 ans, et qui notamment grâce à des fonds de France 2000, enfin qui est un dispositif de France 2030. Donc voilà, pour passer en revue certains des éléments, la recherche pour nous est importante, l'incitation est cruciale. Effectivement, après, j'entends bien tous les enjeux qui sont derrière, que tu as évoqués, qu'on ne pourra pas tous évoquer en conclusion, mais voilà. Justement, quelques mots de conclusion, Odile, en revenant sur voilà, l'enjeu et l'intérêt du biocontrôle dans ce sens-là, certains atouts, mais aussi certaines limites qu'on a vues. Oui, je remercie vraiment tous les intervenants pour avoir beaucoup insisté sur la combinaison des solutions. En fait, le biocontrôle, c'est vrai que c'est une démarche de produits à moindre risque pour la santé et pour l'environnement, qui
qui fonctionne en fait rarement tout seul. Ça arrive, mais c'est en général en combinaison avec d'autres solutions. Donc, Nicolas a évoqué beaucoup les aspects variétaux, génétiques, Philippe aussi. Mais il y a bien sûr les biostimulants qui ont été évoqués en fin d'échange, qui sont finalement qui agissent sur les effets biotiques, abiotiques, tandis que le biocontrôle, lui, agit plutôt sur les effets biotiques. Donc tout c'est très très complémentaire. Le machinisme agricole a été très rapidement évoqué, mais en fait c'est aussi un point très important. Et puis en amont, ça c'est aussi Nicolas qui en a parlé au début, c'est de surveiller en fait, de faire en sorte de ne traiter qu'au bon moment et à la bonne dose, et donc d'avoir pu observer au préalable le niveau d'attaque de son champ, que permet donc notamment les médiateurs chimiques en fait qui sont présents dans les pièges. Donc, une méthode donc, de la lutte, enfin, le contrôle, donc finalement, c'est un des maillons de la protection intégrée des cultures et qui vise donc davantage la régulation des populations plutôt que leur éradication en général. Donc, avec des méthodes qui sont variées et qui n'arrêtent pas en fait d'ailleurs de se découvrir au fur et à mesure. Enfin, c'est vraiment une source d'innovation et de créativité assez importante. Donc, comme on l'a dit aussi, bon, il faut bien tenir compte du fait que pour l'instant, le biocontrôle se positionne peu sur la gestion des adventices actuellement. Des projets de recherche sont en cours. Bon, j'ai en tête l'eurobanche rameuse, mais qui touche spécifiquement en fait les cultures de colza, tabac et chanvre. Donc, c'est un des usages qui pourrait être dans l'avenir développé. Mais on peut tout à fait imaginer que grâce à la créativité et à la force de notre recherche publique et privée, on puisse trouver des solutions aussi dans ce domaine-là. Et donc, je vous remercie en tout cas tous pour avoir participé et avoir écouté en fait cet échange d'aujourd'hui. Merci Pierre. Mais Avec plaisir. Et surtout, je voulais rebondir sur le fait que cet effort de R&D public et privé, il engage aussi des agriculteurs sur le terrain. On l'a vu avec Nicolas. Hein. Peut-être que c'est aussi en redéployant des systèmes de recherche et d'innovation interconnectés entre l'académique, le privé et le terrain et les agriculteurs qu'on trouvera des solutions. Je voulais conclure, moi, en précisant quelques ressources pour aller plus loin. Je l'ai dit en introduction, ce webinaire sur les grandes cultures, il s'inscrit dans une série de webinaires. Biocontrôle, il relève le défi. On a commencé par les grandes cultures. Après-demain, on va traiter de la filière Viti et Herbo. Il y aura d'autres webinaires à venir, donc un sur l'innovation, où on fera parler des chercheurs, des producteurs de solutions de biocontrôle, des distributeurs, en tout cas, voilà, des acteurs vraiment de la recherche appliquée dans le domaine du biocontrôle. Ça s'organisera début avril, probablement le 2 avril au matin. Et puis, voilà, des références, des ressources de référence dans lesquelles vous pouvez puiser des retours d'expérience d'agriculteurs où vous formez. Donc, on pense au portail Ecophyto-PIC, le portail de la protection intégrée des cultures. Et puis, une série de formations en ligne et gratuites disponibles qui s'appelle DigiAgro, avec une formation pour la viticulture qui est déjà en ligne, et puis des formations pour les grandes cultures, le maraîchage, les cultures sous abri ou l'arboriculture qui sont en train de se déployer. Donc, regardez ça, c'est un bon moyen de s'acculturer, de se former, de se questionner autour des solutions de biocontrôle et plus largement de la protection intégrée des cultures. Encore merci à Nicolas, Philippe et Marc pour leur témoignage, leurs propos francs et directs. Et puis, il me reste moi à vous remercier à vous tous les participants. Il y a eu plein de questions, on n'a pas pu toutes les passer en revue. Je vais transmettre certaines des questions aux intervenants de façon à ce qu'ils puissent y répondre en bilatéral auprès des participants. Et puis surtout, je vous remercie de prendre une minute pour répondre à la petite enquête de satisfaction qui va se débloquer juste après ce webinaire et puis dans un petit mail de rappel qui vous sera envoyé demain. Je vous remercie à tous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.